Chapitre 9. Jupiter se rend compte enfin que tant que des particuliers sont présents dans la curie, ni le vote ni le débat ne sont autorisés. Chers collègues, je vous avais donné, quant à moi, la permission de poser des questions, mais vous en avez fait un chaos pur et simple. J'exige que vous respectiez le règlement de la curie. Cet individu, de quelque nature qu'il soit, qu'a-t-il dû penser de nous? On le fait sortir Claude, et le premier à répondre à la demande d'avis est le père Janus. Il avait été désigné comme consul le jour des calendes de juillet, à l'heure de la sieste. C'est un type aussi loin que va sa rue qui voit toujours à la fois devant et derrière. Il parla d'abondance et éloquemment. Mais évidemment, il habite au forum. Le secrétaire ne parvint pas à prendre note de tout. Je ne rapporte donc pas son discours pour ne pas exprimer avec d'autres mots ce qu'il a dit. Il parla beaucoup de la grandeur des dieux. On ne devait pas galvauder un tel honneur. Autrefois, dit-il, c'était une grande affaire de devenir Dieu. Vous en avez fait une farce. Dès lors, afin de ne pas avoir l'air de faire de l'avis que je donne une question de personne et non une question de fond, je propose qu'à dater de ce jour, nul ne soit fait Dieu parmi ceux qui mangent le fruit de la terre ou celles qui trouvent en la terre leur nourrice et leur vie. Quiconque aura été, contrairement au présent Senatus Consulte, représenté, décrit ou peint comme un dieu, il est décidé qu'il sera livré aux larves et qu'il se fera taper sur les doigts avec les nouveaux engagés lors du prochain spectacle de gladiateurs. Le suivant à répondre à la demande d'avis était Diaspiter, fils de Vica Pota, lui aussi consul désigné. Modeste changeur de menu monnaie de son état, il avait pour habitude de vendre de petits droits de cité. Hercule l'aborde avec élégance et touche sa mignonne petite oreille. Il rend donc son avis dans les termes suivants. Attendu que le divin Claude est apparenté par le sang au divin Auguste, mais aussi à la divine Augusta, sa grand-mère, dont il a lui-même fait une déesse, et qu'il surpasse de loin tous les mortels en sagesse, attendu qu'il est de l'intérêt de l'État qu'il y ait quelqu'un qui puisse, avec Romulus, dévorer les navets brûlants, je suis d'avis que le divin Claude soit un dieu, à dater de ce jour, tout comme quiconque avant lui aurait obtenu ce statut selon les termes prévus par la loi et que cette décision soit ajoutée aux métamorphoses d'Ovide. Les avis étaient partagés et Claude semblait l'emporter, car Hercule, voyant son fer au feu, courait d'un côté à l'autre de la salle et disait « Ne me refuse pas ça, c'est de moi qu'il s'agit. Si tu as besoin de quelque chose après ça, je te rendrai l'appareil. Un service en vaut un autre. » Chapitre 10. Alors, le divin Auguste se leva pour dire son avis, son tour venu, et il s'exprima avec beaucoup d'éloquence. Pour moi, chers collègues, je vous prends à témoin que depuis que j'ai été nommé Dieu, je n'ai pas dit un mot. Je me borne à m'occuper de mes affaires. Mais je ne peux dissimuler davantage ni contenir une douleur que la honte rend plus pénible encore. Est-ce pour cela que j'ai engendré la paix sur terre et sur mer? Pour cela que j'ai apaisé les guerres civiles? Pour cela que j'ai établi la ville sur des lois, que je l'ai ornée de monuments? Mes chers collègues, je ne sais plus quoi dire. Aucun mot n'est à la hauteur de mon indignation. Il me faut donc en revenir à cette parole de Messala Corvinus, un homme éloquent entre tous. Ce pouvoir me fait honte.
Le divin Auguste poursuivit. Cet homme, mes chers collègues, qui vous paraît incapable de faire partir une mouche, faisait tuer des gens aussi facilement qu'un chien s'assoit par terre. Mais pourquoi détailler le nombre et la qualité de ses victimes? Je n'ai pas le loisir de pleurer sur les désastres publics quand je considère les malheurs de ma famille. Aussi, laisserai-je les uns de côté pour vous rapporter les autres. Celui que vous voyez là, qui durant tant d'années s'est abrité sous mon nom, m'en a remercié en tuant 2 Julie, mes arrière-petites-filles, l'une égorgée, l'autre morte de faim, ainsi que mon arrière-arrière-petit-fils, Silanus. Tu auras apprécié, Jupiter, si ce procès était fondé. C'était en tout cas le tien, si tu dois te montrer équitable. Dis-moi, divin Claude, pourquoi as-tu condamné l'un ou l'autre de ceux et de celles que tu as tués, sans vouloir instruire leur procès et sans vouloir les entendre? Où voit-on de tels procédés? Pas au ciel, en tout cas. Chapitre 11. Auguste continua son discours. Voilà Jupiter. Depuis tant d'années qu'il règne, c'est à peine s'il a cassé une jambe à Vulcain, qu'il saisit par un pied et lança de l'Olympe. Il s'est aussi fâché contre sa femme et il l'a suspendue à la voûte du ciel. L'a-t-il tué pour autant? Toi, Claude, tu as tué Messaline, dont j'étais le grand-oncle, aussi bien que le tien. Je ne sais pas, dis-tu, que le ciel te maudisse, tant il est plus honteux d'avoir ignoré le crime que de l'avoir commis. Caligula, une fois mort, il n'a pas cessé de le suivre à la trace. Caligula avait fait tuer son beau-père, Claude a tué en plus son gendre. Caligula interdit au fils de Crassus de s'appeler Grand, Claude lui rendit son nom et lui enleva la tête. Il a tué dans une seule maison Crassus, Magnus et Scribonia. Ce n'étaient pas des descendants d'Assaracus, mais c'étaient quand même des nobles, et Crassus était même assez idiot pour pouvoir régner. Est-ce lui dont vous voulez faire un dieu? Mais regardez son corps, né un jour où les dieux étaient fâchés. Bref, qu'il dise 3 mots d'une seule traite et qu'il m'emmène comme son esclave. Qui lui rendra un culte comme à un dieu? Qui croira qu'il en est un? Si vous faites de tels dieux, personne ne croira que vous êtes des dieux. En résumé, mes chers collègues, si j'ai bien tenu ma place parmi vous, si je n'ai fait à personne de réponse trop tranchante, vengez les torts que j'ai subis. Pour moi, en guise d'avis, voici ce que je décide. Attendu que le divin Claude a tué son beau-père Appius Silanus, ses 2 gendres Pompée le Grand et Lucius Silanus, le beau-père de sa fille Crassus Frugie, un homme qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, Scribonia, la belle-mère de sa fille, Messaline, sa femme, et d'autres dont on ne peut évaluer le nombre, je décide qu'on prenne à son égard des sanctions sévères et que la possibilité d'un procès ne lui soit pas laissée, qu'il soit expulsé au plus tôt et sorte du ciel dans les 30 jours et de l'Olympe dans les 3 jours. L'Assemblée se rangea à cet avis. Sans tarder, le dieu Mercure le saisit et le traîne le cou de travers vers les enfers hors du ciel, d'où, dit-on, personne ne revient. Chapitre 12. Alors qu'ils descendent par la voie sacrée, Mercure demande ce que veut dire ce rassemblement. Serait-ce l'enterrement de Claude? C'était en effet le plus beau qui fût, et on n'avait pas ménagé les efforts pour qu'on sache bien que c'est un dieu qu'on menait en terre. Des joueurs de trompettes, des joueurs de cor, une masse de cuivre et un tintamarre tel que même Claude pouvait entendre. Tout le monde était gai et joyeux. Le peuple romain se promenait en toute liberté,
Agathon et un petit nombre d'avocaciers se lamentaient, mais vraiment du fond du cœur. Les jurisconsultes sortaient des ténèbres, livides, maigres, à demi-morts, comme si leur résurrection datait de ce moment. L'un d'eux, voyant les avocaciers en plein conciliabule et pleurant leur fortune perdue, s'approche et leur dit « Je vous le disais bien, les Saturnales ne dureront pas toujours. » Claude, quand il vit son enterrement, comprit qu'il était mort, car on chantait à grand renfort de voix un chant funèbre en vers. Répandez des pleurs, frappez-vous le sein, que d'une sinistre clameur résonne le forum. Il est tombé le bien doué, qu'aucun autre dans le monde entier ne surpassait en courage. Lui pouvait, au pas accéléré, vaincre les rapides. Lui pouvait disperser les Parthes reprenant les armes, de ses traits légers poursuivre le Perse, de sa main sûre tendre la corde qui, d'une faible blessure, arrêterait sur place la ruée ennemie et le dos peinturluré du Mède amateur de fuite. Lui donna l'ordre aux Bretons par-delà les rivages de la mer connue et aux scoto-brigantes azurées de tendre le cou aux chaînes de Rome et à l'océan en personne de trembler devant les lois nouvelles de la hache romaine. Pleurez cet homme. Nul plus vite que lui n'instruisait un procès, entendant tout au plus une seule des parties, souvent aucune des deux. Quel juge maintenant durant toute l'année écoutera plaider? Minos te cédera la place, il quittera son siège, lui qui au peuple du silence donne des lois, le maître des 100 villes crétoises. De vos paumes affligées, battez vos poitrines, ô avocaciers, engeance vénale. Et vous, les poètes novateurs, prenez le deuil. Et vous surtout, dont la chance bénie au jeu de dés garantissait l'ample trésor, pleurez ces beaux écus d'or. Chapitre 13. Claude se délectait des louanges à son adresse et mourait d'envie de rester à regarder. Le dieu Mercure lui met la main au collet et l'emmène la tête couverte pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il lui fait traverser le champ de Mars et descend aux enfers entre Droite rue et le Tibre. L'affranchi Narcisse s'était passé devant lui grâce à un raccourci. Tout propre, puisqu'il sortait du bain, il vient à la rencontre de l'arrivant et dit « Quoi, des dieux chez les hommes ?» N'abrège, dit Mercure, et annonce notre arrivée. Narcisse détale en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Tout est en pente, on descend facilement. Ainsi, tout goûteux qu'il est, il parvient en un instant à la porte de l'enfer où était couché Cerbère, ou, comme dit Horace, le fauve aux 100 têtes. Narcisse est quelque peu troublé. Il est habitué à sa petite chienne blanche, l'une de ses compagnes, et il voit un chien noir tout hérissé, du genre qu'on ne voudrait sûrement pas rencontrer dans l'obscurité. Il dit à pleine voix « Claude va arriver ». Battant des mains, ils s'avancent en chantant « Nous l'avons trouvé, nous sommes contents ». Il y avait là Silius, consul désigné, Junius, ancien préteur, Sextus Trollus, Helvius, Trogus, Cotta, Vettius Valens, Fabius, tous des chevaliers que Narcisse avait fait exécuter. Au milieu de cette cohue de chanteurs, le pantomime Mnester que Claude avait raccourci pour lui faire une beauté. Messaline aussi reçoit promptement la nouvelle de l'arrivée de Claude. Les premiers à courir sont des affranchis Polybe, Miron, Harpocrace, Amphaeus, Phéronaotus, tous ceux que Claude avait envoyés d'avance pour n'arriver nulle part sans être attendus, suivis des deux préfets Justus Catonius et Rufrius Polion,
puis de ses conseillers privés, les anciens consuls Lusius Saturninus, Pompeius Pédo, Cornelius Lupus et Asinius Sélaire, et en dernier, de la fille de son frère, la fille de sa sœur, ses gendres, ses beaux-pères, ses belles-mères, tous ses parents au complet. Ils se forment en colonne et vont à la rencontre de Claude. À leur vue, Claude s'écrie « Tout est plein d'amis. Comment êtes-vous arrivés ici ?» Alors Pompeius Pédo répond « Que dis-tu là, scélérat? Tu demandes comment? Qui d'autre que toi nous a envoyés ici? Toi, le meurtrier de tous tes amis? Allons en justice. Je vais te montrer où se trouvent les sièges des magistrats d'ici. » Chapitre 14. Pompeius Pédo l'emmène au tribunal d'Éaque, le juge des enfers. Celui-ci présidait des assises en vertu de la loi Cornelia sur les meurtriers. Il requiert l'enregistrement du nom de l'accusé et donne lecture des motifs. Meurtre de sénateur, 35. De chevalier, 221. Autre catégorie, autant que le sable et que la poussière. L'accusé ne trouve pas d'avocat. Enfin se présente Pétronius, un vieux copain à lui, homme d'une éloquence toute claudienne. Il réclame un report. On le lui refuse. Pompeius Pédo plaide à grands cris pour l'accusation. L'avocat se met à vouloir répondre « Éaque ». Le plus juste des hommes le lui interdit et, après avoir entendu une seule des parties, condamne l'accusé en ces termes « Qu'on lui fasse ce qu'il a fait, ce serait belle et bonne justice. » Un profond silence se fait. Tous étaient ébahis, abasourdis par cette chose inouïe. On n'avait jamais fait comme ça. Claude, lui, trouvait la chose plus injuste qu'inouïe. On discuta longtemps de la nature de la peine et de ce qu'il convenait de lui faire subir. Il se trouvait des gens pour dire que Sisyphe faisait depuis bien longtemps son métier de porteur, que Tantale allait mourir de soif si on ne venait pas à son secours, qu'il faudrait un jour freiner la roue du malheureux Ixion. On décida de ne démobiliser aucun de ces anciens pour que Claude n'aille pas s'attendre à bénéficier un jour d'une mesure analogue. On décida qu'il fallait établir une peine d'un genre nouveau, mettre au point pour lui un labeur inutile et l'illusion d'un désir sans fin ni effet. Alors, Éaque lui ordonne de jouer au dé avec un cornet percé. Et déjà Claude s'était mis à la recherche des dés, toujours en fuite, sans arriver à aucun résultat. Chapitre 15. Car chaque fois qu'il allait les lâcher et que le cornet retentissait, les 2 dés s'échappaient du couvercle enlevé. Et quand les dés ramassés, il s'aventurait à les laisser aller, toujours pareil au joueur, toujours au poursuivant, il trompait son attente. Il lui glisse entre les doigts le dé fallacieux, en une esquive perpétuelle. Ainsi, quand enfin elle touche au plus haut du sommet montagneux, inutile, la charge de Sisyphe roule de ses épaules. Caligula fait subitement apparition et entreprend de revendiquer la propriété de cet esclave. Il fournit des témoins qu'il avait vu rosser Claude au fouet, à la férule et à coups de poing. La procédure de restitution s'engage. Éaque l'attribue à Caligula et celui-ci le remet à son affranchi Ménandre comme employé au bureau des instructions judiciaires.
c'est celui que je donne, André. C'est lui. Bon, vous allez...